Bonjour, sale temps pour les vendeurs à la sauvette. Depuis ce 1er mars 2018 à Cotonou, un arrêté préfectoral interdit le libre exercice de leurs activités au carrefour de la ville. Bonne ou mauvaise décision, en tout cas les avis sont partagés, mais nous recevrons dans cette émission celui d'un économiste, un dossier de la semaine. Dans une analyse objective, notre invité exposera les implications de cette décision. Mais avant, entre confrères, nous aurions débattu du nouveau mode de recouvrement à la Société béninoise d'énergie électrique. Vous auriez également suivi la revue de presse économique de la semaine et le mini-journal présenté par Nadège Sani. Bonjour. Bonjour, merci d'être au rendez-vous du mini-journal sur Wikeco. Les systèmes financiers décentralisés, partenaires du Fonds national de la microfinance, offrent un projet d'auto-emploi à plus de 9000 jeunes béninois dans les services digitaux, le microcrédit mobile, un nouveau programme digital pour améliorer l'efficacité et l'impact des opérations de prêt et de remboursement des crédits accordés aux bénéficiaires. Suivant ce reportage de Rodrigue Blondoumé, Venus Dossou, présenté par Rodrigue Babagueto. Le microcrédit mobile MCM, c'est la nouvelle plateforme de finances digitale créée par le Fonds national de la microfinance. Il est destiné à renforcer l'inclusion financière et faciliter l'accès et le remboursement des crédits octroyés sur l'étendue du territoire national. Le microcrédit mobile, c'est un crédit que le gouvernement donne au travers des systèmes financiers décentralisés que l'on connaissait hier sous le nom de microcrédit aux plus pauvres. Sauf que cette fois-ci, le processus d'obtention du crédit a été digitalisé et la manière d'obtenir le crédit se fait sous forme de monnaie électronique. Le terminal qu'ils utiliseront est un terminal Android, donc qui a la fonction d'un smartphone. Cet appareil de finance digitale est un terminal de paiement électronique. Cette nouvelle réforme permettra à ces jeunes recrutés d'enrôler les bénéficiaires du microcrédit mobile, de servir de point de retrait et de remboursement des crédits accordés aux bénéficiaires. En utilisant aujourd'hui la finance digitale pour faire les crédits de masse, on veut d'abord sécuriser le crédit en évitant au maximum la circulation de l'espèce. On veut également permettre l'identification des personnes bénéficiaires et un suivi et une meilleure gestion de la mise en place du crédit et du processus de remboursement. Formés sur la finance digitale, l'utilisation des terminaux de paiement électronique et l'art de vendre des services digitaux, ces agents marchands sont conscients de la mission qui est la leur. Ce projet est fait en sorte que nous puissions être approchés par ces femmes. Toute la communication est faite pour qu'elles sachent que par quartier de ville, il y a des agents pour les paiements électroniques qui sont là pour enregistrer les demandes de microcrédit mobile qui pourront servir d'intermédiaires pour les traiter. Le projet du microcrédit mobile vient donc apporter des solutions aux nombreux problèmes existants. Le but de la formation, c'est d'équiper l'agent pour qu'il soit en main de déjà connaître la nouvelle manière de faire cette activité et de pouvoir être plus proche de la clientèle. Au final, l'agent déjà est un auto-entrepreneur qui pourra développer son entreprise, mais aussi permettre à un bénéficiaire du crédit, quel que soit là où se trouve sur l'étendue du territoire, de pouvoir faire ses opérations de retrait et de remboursement de crédit. Avec cette nouvelle plateforme de finances digitale, c'est un nouveau départ dans les opérations d'accès au crédit de l'État. Au-delà de l'innovation, c'est aussi une opportunité d'emploi pour la jeunesse. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social s'ouvrent pour le compte de l'année 2018. L'occasion est saisie par les membres pour réévaluer les activités menées au cours des années précédentes et faire face aux différents défis à relever pour le rayonnement socio-économique du Bénin. Christelle Tongodo, Dine Bouraïmo. C'est une institution connue pour la sauvegarde des intérêts du peuple. Le CES, Conseil économique et social, joue un rôle fondamental dans le développement économique et social du Bénin. C'est le Bénin en miniature qui se trouve au Conseil économique et social. Donc nous avons toutes les compétences nécessaires pour apporter l'éclairage nécessaire qu'il faut sur les questions aussi bien économiques, sociales, culturelles qu'environnementales.
Mais il faut nécessairement un corps approprié et pour pouvoir être entendu par les populations pour lesquelles ces réformes-là sont opérées et qui va souvent et d'abord davantage dans l'intérêt supérieur de ces populations. Et pour répondre convenablement à cette mission, le CES, à travers la session ordinaire de cette année 2018, aborde diverses préoccupations, des questions d'ordre socio-économique, mais aussi des réformes d'intérêt général. Aujourd'hui, les juges sont en grève, l'éducation est en mouvement, la santé, voilà les 3 secteurs clés. Et l'éducation est le premier des secteurs. Mais il faut aller à l'école d'abord pour devenir infirmier, pour devenir médecin, pour devenir journaliste. La décentralisation, comme vous le savez, c'est l'aspect humain. À la base, l'implication des populations à la base. Ce sont les travailleurs qui produisent la richesse. Mais dans la répartition de cette richesse-là, il faut de la méthode, il faut de la pédagogie. Parce que nous sommes tous des contribuables, depuis le dernier paysan jusqu'au président de la République lui-même. Nous sommes tous des contribuables et quand on alimente la caisse dans la répartition, il faudrait qu'on puisse savoir éviter autant que faire se peut les déséquilibres dans la répartition. Une meilleure répartition de la richesse, cela pourrait contribuer au développement et faire rayonner l'économie béninoise. Il n'était qu'une plante utilisée pour ses vertus thérapeutiques, mais progressivement, il est devenu un légume. Difficile aujourd'hui d'imaginer une fête ou un menu sans le tchayo, la basilic africaine. La demande est devenue si importante que les maraîchers en ont fait une culture de choix. Le tchayo, un légume en pleine expansion, c'est un reportage de Estelle Pazou et de Koudous Abdoulaye. Ces plants de tchayo sont arrivés à maturité. Leur prochaine destination, les étalages des bonnes dames. Il y a peu, ce légume n'était pas cultivé de façon régulière. Mais aujourd'hui, il intéresse à plus d'un titre les producteurs agricoles. Ils se sont même appropriés les techniques pour sa culture. On fait son pépinière. Et on couvre avec des feuilles. Et on arrose. Si ça poursuit là, on enlève, on repique. Si ça monte, on donne engrais. Et ça monte plus que pépinière là encore. Maintenant, on revend à une planche à 700. Pour maximiser la récolte et satisfaire la demande sans cesse croissante, les maraîchers ont 2 possibilités de traitement. Il y a des gens qui le produisent sans engrais. Mais on a compris finalement que beaucoup de personnes aiment le tchayo du jardin parce que c'est propre. Les feuilles sont bien vertes, bien propres, alors que ce qui n'est pas produit avec les engrais, les feuilles ne sont pas bien développées. Et l'acidité, c'est-à-dire l'antibiotique, ça sent de trop et les gens n'arrivent pas à supporter l'effet de la chose. Voilà. Outre sa rentabilité, le tchayo, encore appelé basilic africaine, permet d'enrichir les sols. Il est également reconnu pour ses propriétés antibiotiques. Faisons à présent un tour dans l'industrie du mariage qui compte désormais de nouveaux prestataires. Aujourd'hui, le Wedding Planner organise votre mariage du début jusqu'à la fin. Il est le principal acteur pour la réussite de cet événement spécial. Zoom sur ce métier peu connu des Béninois dans ce reportage signé Igor Ayossor, Pélagie Xavier, Agnat Bilo. Avoir une personne disponible capable de planifier et d'organiser un mariage, c'est aujourd'hui possible à Cotonou grâce au service d'un wedding planner. Nous aidons les gens à amener leur mariage à bien. Ils viennent vers nous, en l'occurrence pour les conseils, le choix de la robe, on les aide à choisir la robe selon l'individu. Parce qu'une mariée, par exemple, qui est corpulente comme moi, ne peut pas porter la robe d'une mariée svelte, d'une femme svelte. Donc, le choix de la robe varie, n'est-ce pas, selon la morphologie de la cliente. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches, une association a récemment vu le jour et compte plus de 20 membres. On demande souvent aux étudiantes d'avoir vraiment la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Parce que les clients vous traitent comme si vous étiez les boys. Ils oublient au fait. Et il faut avoir la patience. Parce que la cliente peut crier sur toi.
tu n'es pas sa domestique. S'offrir les services d'un wedding planner est idéal pour cette génération de femmes très occupées qui doivent concilier vie professionnelle et vie de famille. J'ai une amie qui a été satisfaite de leurs prestations et je suis venue aussi parce que j'ai un mariage en vue et j'aimerais profiter de la prestation de Madame Islamia Landou pour qu'elle puisse organiser mon mariage en passant par la robe jusqu'à la décoration. Le wedding planner tire son origine de la culture américaine. Aux États-Unis, on estime à 75% les mariages organisés par les wedding planners contre 20% en France. Le Nigeria détient quant à lui le meilleur record en Afrique où le métier est en pleine expansion. Il y a les Béninois qui viennent de l'extérieur pour venir se marier. Eux là, c'est systématique parce que c'est déjà une culture qui est là-bas. Donc c'est systématique. Maintenant, de bouche à oreille, il y a une wedding planner qui a organisé mon mariage. Le wedding planner est certes très indispensable pour la réussite d'un mariage, mais s'offrir ses services n'est pas chose aisée. Son prix varie selon le budget du client et la qualité des prestations dépend de son portefeuille. Ce métier nécessite tout de même un minimum de formation professionnelle, bien sûr, pour garantir aux clients des services de qualité. Quand on commence par parler du wedding planner, les futurs mariés ont comme l'impression qu'en réalité, on vient pour gonfler leur budget, alors qu'en réalité, le wedding planner, c'est cette personne-là qui devrait pouvoir vous aider à trouver le meilleur, mais à un coût intéressant. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Restez avec nous pour la suite de votre émission Wikeko. Merci à vous, Nadège Sani. La suite de Wikeko, tout de suite, c'est avec la revue de presse économique de la semaine. Et cette semaine, elle a été réalisée par Marcel Arrossi. Ensemble, suivant. Amis de la revue de presse, bonjour. Dans l'actualité de la semaine, plus de ventes à la sauvette à Cotonou, s'exclame l'économiste. C'est la nouvelle décision du préfet du littoral, Modeste Toboula. Le commerce des objets de tout genre au niveau des carrefours et des feux tricolores de la capitale économique du Bénin est désormais prohibé. Pour le journal, si les revendeurs sont renvoyés des artères de la ville de Cotonou, leur insertion dans les marchés annoncés depuis bientôt un an serait opportune. Domiciliation des pensions de retraite dans les banques, les agents retraités témoignent leur satisfecit. Selon l'économiste, la décision de payer les pensions de retraite supérieures ou égales à 50 000 francs CFA par voie bancaire enchante bien maintenant les retraités et les pensionnaires béninois, pendant que les conseillers municipaux de la mairie de Porto Novo approuvent un budget provisoire évalué à 500 millions de francs CFA avec 31 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le journal fait remarquer que le maire Emmanuel Zossou regrette le blocage du budget par la préfecture de l'Ouémé. Rendons-nous à Parakou où les conducteurs de taxi-moto devront payer 20 000 francs CFA au plus tard le 5 mars 2018. L'économiste rapporte que ce montant donne droit à 4 mètres de tissu pour 2 maillots, 4 macarons, une carte professionnelle, le droit taxi à 6 000 francs CFA et le droit d'adhésion à chaque conducteur. Optons pour un fonds monétaire africain dont le rôle serait de garantir les parités des différentes monnaies membres, de mutualiser les réserves de change et de contrôler strictement l'inflation. C'est du moins ce que propose le fondateur de CGF Bourse dans les colonnes du journal Jeune Afrique. Parlons investissement public. Un seul pays a capté 90% des investissements indiens en Afrique
entre 2008 et 2016. Il s'agit de l'île Maurice qui a reçu 47,6 milliards de dollars servis au continent africain, nous rapporte le quotidien anglophone Daily News and Analysis à travers les lignes du quotidien béninois L'Économiste. Le même journal nous fait savoir que les startups se portent comme un charme en Afrique. Et Ecofin ajoute que les jeunes pousses du continent ont réalisé des levées de fonds d'une valeur globale de 560 millions de dollars en 2017, ce qui représente un bond spectaculaire de 53% par rapport à 2016. Sur un autre plan, le quotidien Info Plus nous apprend cette semaine que l'ancien patron du Fonds national de la microfinance est sous mandat d'arrêt. Le journal titre à sa une, je cite, « La police internationale lancée aux trousses de commis pour mauvaise gestion ». Il va loin et affirme que dans un état de droit qui nourrit de grandes aspirations pour le développement, la reddition des comptes doit être effective. Et pour finir, nous pourrons retenir de l'actualité que nous propose l'économiste cette semaine que le général Francis Béhanzin a été nommé commissaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est donc le seul béninois parmi les 17 nouveaux fonctionnaires de l'institution. Ainsi va se refermer cette revue de l'actualité. Marcel Arrossi, à dimanche prochain. Merci à vous Marcel Arrossi, à dimanche prochain également. Tout de suite, le plateau de décryptage et nous allons parler de cette nouvelle stratégie de recouvrement à la Société béninoise d'énergie électrique. Et mes confrères, ils sont déjà là. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour, Roch. Oui, la pleine forme. Ça va très bien. Vous êtes journaliste au quotidien d'analyse et d'investigation La Nouvelle Tribune. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Yves-Patrick Loco, bonjour. Bonjour, Roch Akouine. Journaliste à la radio nationale et quelquefois à la télévision nationale. C'est ça. Merci également d'être là. Merci pour l'invitation. Oui, tout à fait. Et nous parlons de la nouvelle stratégie de recouvrement à la SB2E. C'est une note de service de la direction commerciale aux directeurs régionaux qui tombent dans le domaine public. Des instructions fermes sont données. D'abord, que pensez-vous de cette note de service de la direction commerciale de la SB2E? La SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, a amorcé ce qu'on pourrait appeler un New Deal, un nouveau plan, une nouvelle donne depuis quelques mois déjà, depuis quelques semaines, disons. C'est le contrat plan, voilà, qui régit désormais cette maison. Et donc, c'est de bon ton que les habitudes changent enfin dans cette maison. Et habitudes qui changent peut-être pas au profit de la clientèle, voilà, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir selon vous. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que les temps sont difficiles. Oui, mais on dit aussi que qui perd ses dettes s'enrichit. Je suis tout à fait d'accord, mais il se fait que les mesures sont plus drastiques, plus draconiennes que ce qui était déjà décrié par le passé. Et je ne sais pas si vraiment, ce faisant, la population pourra réellement s'en sortir. Très bien, nous aurons le temps d'y revenir tout à l'heure. Marcel Zoumenou, est-ce parce que les abonnés de la SB2E n'arrivent plus à payer régulièrement leurs factures d'électricité ou bien c'est parce que les caisses, comme le disent certaines personnes, les caisses de la société sont au rouge? Je crois que c'est, selon moi, les deux raisons. Vous savez que pour ce qui est des consommateurs, des abonnés de la SB, vous savez qu'actuellement dans le pays, il y a une morosité qui fait que ce n'est pas facile de régler le problème alimentaire. Oui, mais c'est non plus une raison pour consommer de l'énergie électrique à crédit. Tout à fait, tout à fait. Parce que l'autre société aussi l'achète. Voilà, et donc
Et la SBE aujourd'hui est obligée de faire ces réformes-là, de prendre des mesures aussi draconiennes pour recouvrer ses créances. Et vous n'êtes pas sans savoir que, comme tu le disais tout à l'heure, la deuxième raison, c'est une société qui est endettée. C'est ça ce qui m'embête, moi, parce que je ne sais pas si la SBE donne du crédit, de l'électricité gratuit à des gens. En tout cas, pour ceux que j'en sais, la plupart des Béninois paient les crédits, même si les gens accumulent. Il y a des factures accumulées. Oui, les gens accumulent compte tenu de la situation. Mais les gens finissent toujours pas payer. Parce que si tu ne payes pas à un certain moment, ils viendront t'enlever les compteurs. Et donc, moi, au-delà de tout, je comprends la situation de la SBE. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes. Il y a les fonds du MCA, le deuxième compact du MCA. Il y a beaucoup de projets dans le domaine de l'électricité. Et ça oblige la SBE à s'adapter à de nouveaux. Mais je voudrais que, en faisant cela, il faut penser à fidéliser les clients et les abonnés. En les fidélisant, on peut voir un peu, être beaucoup plus conciliant dans les choses, en voyant un peu le nombre de factures qu'on peut... Donc vous demandez à ce que la direction commerciale assouplisse un peu cette décision qu'elle a prise. Yves-Patrick Loko, au premier point des instructions de la direction commerciale, il est clairement demandé aux directeurs régionaux de procéder systématiquement après chaque émission de facture, donc, à la mise hors tension des compteurs de tous les clients 5 jours après le délai imparti. Oui, 5 jours après le délai imparti. Vous savez, quand on vous remet la facture, on ne vous dit pas d'aller la payer le même jour. Il y a un délai. Et passé ce délai, on vous donne encore un bonus de 5 jours. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est largement suffisant? Voyons les choses terre à terre. Je suis seul peut-être chez moi. Oui. Il m'arrive d'aller à une mission peut-être à Lomé ou à Parakou pendant 10 jours. Et la SBE, parce que souvent vous voyez sur des portails, SBE veut glisser dans la boîte ou voir la couturière à côté. Si la deuxième solution n'est pas trouvée par le propriétaire d'une maison qui vit seul dans sa maison et qu'on doit le glisser sa facture soit dans une boîte ou sous le portail et que visiblement cette personne a fait 10 jours en dehors de Cotonou et revient et voit déjà, alors qu'il avait peut-être la possibilité de payer. Donc vous voyez le dommage qu'on lui aurait créé en ce temps-là. Mais s'il sait qui doit recevoir une facture, il peut se rendre à la société et prépayer avant que la facture ne lui parvienne. Bon, il y a aussi cette possibilité. Est-ce qu'on a ce réflexe-là souvent? Je ne crois pas. Mais moi, je crois fondamentalement que cette mesure, elle est un peu trop rigoriste. Elle est un peu trop sévère. Donc si, voilà, à la longue, la SBE peut voir dedans, comme on le dit généralement. mais là, vous parlez en tant que consommateur. En tant que consommateur, en tant qu'analyste aussi, je crois qu'il y a des raisons qui peuvent amener, qui ne sont pas des agissements de mauvaise foi, mais qu'il y a des raisons qui peuvent amener à ne pas se présenter au guichet 5 jours après la présentation de la facture par l'agent de releveur de la SBE. Voilà, on peut être en dehors de son domicile habituel et voilà les dégâts. Aujourd'hui, on voit des agents de cette société travailler même le week-end. Ils viennent relever les compteurs, distribuent même des factures le week-end, ce qui veut dire qu'ils ont aussi la possibilité de venir vous couper un week-end. Est-ce qu'avec cette décision, ce n'est pas la porte ouverte? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le lit à la corruption, sachant que si l'agent vient à la maison, il sait qu'il peut voir le propriétaire de la maison et que s'il est déjà frappé par les tests, il peut arriver à négocier avec lui. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire aussi le lit à la corruption au niveau des agents? Tout à fait. Et je crois que ça se passe actuellement dans beaucoup de cas, il y a ces cas de corruption. Mais moi, je voulais relever quelques autres aspects. Vous savez, la SBE qui demande aux consommateurs, aux abonnés de tout faire pour se mettre en règle dans un certain nombre de délais. Mais moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à la SBE. Je connais des régions dans l'Ouémé où les gens n'ont jamais les factures. C'est-à-dire,
si à la fin de chaque mois, les gens sont obligés d'aller à l'agence pour demander un relevé et l'agent regarde dans l'ordinateur pour lui dire combien il va faire. Donc, dans ces cas-là, comment vous pouvez mettre en application? Parce que avant de mettre en application certaines réformes, il faut que vous-même vous conformez à certaines exigences. Je n'ai pas l'impression que ce qui veut dire que cette décision ne concerne pas cette catégorie d'abonnés. Je sais que dans la région dont je parle, il arrive souvent à l'ASB de venir couper des compteurs. Et quand les gens vont là-bas, il leur dit, mais si vous n'avez pas votre facture, allez là-bas pour renseigner. Donc, il y a beaucoup de défaillances au niveau du système de la facturation que l'ASB doit corriger avant de poser des conditions ou bien des exigences. Il peut arriver aussi des cas où il y a contestation. Vous n'êtes pas sans savoir des contentieux où l'abonné conteste pour dire je ne suis pas d'accord. J'ai l'habitude de payer peut-être 15 000 francs à la fin du mois et une facture faramineuse de 200 000 à 300 000 mais adressée à la fin d'un mois. Est-ce que le délai de coupure serait suspensif dans le cas de règlement d'un contentieux pareil? Donc il y a tellement de paramètres. Mais est-ce que cette situation, pour éviter justement ces contentieux, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas amener tout le monde à maîtriser sa consommation et aller au prépayé? Aller au prépayé, mais est-ce que c'est l'idéal à envisager? C'est tellement bien le prépayé. Enfin, pour ceux qui l'utilisent, c'est vrai que quand, par exemple, vous achetez du crédit pour 5 000 francs, par exemple, vous avez à peine une consommation de 3 000 et quelques parce qu'on enlève beaucoup de frais connexes, l'électrification rurale. Il y a des tarifications en fait, mais le compteur prépayé serait vraiment l'idéal. Mais est-ce que la Société béninoise d'énergie électrique dispose de ce matériel-là dans son stock, dans ses magasins? C'est là toute la question à se poser. Sinon, l'idéal serait, et je crois qu'il y avait un projet qui recommandait systématiquement le changement des anciens compteurs. Mais cela a démarré au niveau de certaines structures publiques. Oui, des entreprises et structures publiques. Oui, mais je ne sais pas si ça doit s'étendre aussi aux ménages. Mais avec cette décision, ce nouveau mode de recouvrement au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique, est-ce que cela ne va pas amener les abonnés à délaisser cette forme d'énergie au profit des énergies renouvelables, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, il est facile de retrouver chez les babas un peu partout les kits pour s'offrir l'énergie solaire, par exemple? Non, l'énergie renouvelable, c'est une alternative aujourd'hui et je crois que dans le deuxième compact du MCA, il y a tout un projet par rapport aux énergies renouvelables. J'ai même lu, pas plus tard qu'hier, des annonces où on demandait aux professionnels de venir postuler pour des projets. Je crois que ce serait salutaire parce que non seulement je crois que c'est pas coûteux, puisque quand tu achètes ton matériel, le reste c'est gratuit pour toi. Et donc, beaucoup de consommateurs seront obligés d'aller vers cela parce que les contraintes de la SBE deviennent de plus en plus importantes et de plus en plus contraignantes pour les familles aujourd'hui. Et moi, je dis aussi que la SBE a raison parce qu'aujourd'hui au Bénin, c'est la seule société de distribution d'énergie qu'on a. Et on a dit que c'est un secteur dans lequel l'État doit garder toujours le monopole. Et donc, ça a fait qu'on n'arrive jamais à ouvrir au privé. Bon, comme la SBE est la seule, malgré toutes ces caprices, on est obligé de l'accepter comme ça. Et donc, moi, je vois que les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est une alternative que beaucoup de Béninois vont commencer à... Ça a déjà même commencé. Beaucoup ont commencé à... D'accord. Avec les nouvelles dispositions, il n'est plus possible de cumuler des factures impayées. Vous avez 3 factures supérieures ou égales à 100 000 francs. On vient vous enlever carrément le compteur. Mais pour des entreprises qui emploient des employés du personnel qui ont des prestations à faire et qui se retrouvent dans ces conditions, est-ce qu'on mesure aujourd'hui le désagrément que l'on peut créer à ces structures? Je ne sais pas si c'est mesuré, mais il faut dire qu'il y a vraiment des agréments à créer aux structures parce que ce n'est pas non plus facile. Le gaz
je parle de gaz, les groupes électrogènes, les groupes électrogènes, c'est pas facile non plus parce que le carburant n'est pas disponible tout le temps. Voilà, donc ça va créer d'autres problèmes. Bon, je crois que la mesure concerne la mesure de dépôt, c'est-à-dire de résiliation de contrat, concerne plus les abonnés basse tension. Je crois que c'est les ménages. Bon, je ne sais pas si les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui utilisent beaucoup l'énergie électrique pour... Parce que ce sont quand même de gros clients de la société. Je ne sais pas s'ils sont concernés par cette mesure. Mais s'ils étaient concernés par cette mesure, ce serait un peu préjudiciable à leurs activités. Voilà. Marcel Zoumenou, sans énergie, pas de développement d'entreprise, pas de création d'industrie. Et dans ces conditions, est-ce qu'il est possible d'espérer un lendemain meilleur? Oui, il est possible d'espérer un lendemain meilleur si le gouvernement, je crois que, fait de l'énergie une priorité. Et comme tu l'as dit, on ne peut pas faire le développement. Donc si le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce secteur, je crois que ça a commencé déjà, mais il faut continuer. Parce que quand vous voyez les investisseurs qui viennent dans un pays, ils regardent 2 ou 3 choses. Ils regardent si vous avez de l'énergie, ils regardent la qualité de votre connexion et ils regardent les facilités sur le plan fiscal. Et la justice aussi. Et la justice. Et quand ils regardent ça, je crois que si l'objectif c'est de faire du Bénin un pays économiquement prospère, il faut vraiment travailler pour qu'on ait une autonomie énergétique. Et je crois que c'est un défi pour le gouvernement actuel et ils sont en train de s'y mettre et on souhaite que ça va. Merci à vous Marcel Zoumenou. Vous avez demandé que la société assouplisse sa position parce que la situation... Tout à fait. Et l'autre chose que je voudrais dire pour finir rapidement, c'est que si la FCBE fait aujourd'hui un inventaire, je suis sûr qu'au moins ils trouveront qu'au moins 50% de leurs abonnés sont des abonnés indirects. C'est un terme, j'utilise abonnés directs, c'est des gens qui n'ont pas leur compteur dans leur maison. C'est-à-dire les trucs les sous-traitances, on va demander, parce que la FCBE aussi n'a pas travaillé pour la distribution, pour étendre son réseau. Et ce travail, il doit le faire avant de poser ces conditions. D'accord. Merci aussi. Et il faut aussi éviter les longues files d'attente avant de payer sa facture. Parce qu'on avoir toujours de la monnaie parce qu'il y a de ces... D'accord. Ils vous auront compris. Il y a de ces guichetiers-là qui... Merci à vous. Pas donner la monnaie. Merci à vous Yves-Patrick Loco. Merci à vous Marcel Zoumenou. À très bientôt. Donc, nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine. Désormais, plus de vendeurs à la sauvette dans les feux tricolores à Cotonou. En tout cas, la décision a été prise. Sera-t-elle respectée? Nous avons essayé de faire le constat le 1er mars dernier. Suivez ce reportage de Ketoura Bouko. Vente à la sauvette, phénomène en plein essor au Bénin, mais désormais interdit à Cotonou par un arrêté préfectoral dès ce 1er mars 2018. Nous descendons dans plusieurs carrefours de la ville afin d'effectuer le constat. Actuellement, nous sommes au carrefour Vedoko, l'un des plus animés habituellement par les vendeurs à la sauvette. Là où on est en train de souffrir. Moi, je n'étais pas dans les feux tricolores. Je vendais à Tokpa. Il est venu nous a cassé pour dire on va chercher un autre endroit. Mais on n'a pas eu l'endroit. Mais voilà que tu as déjà pris l'argent de l'État, avec ça tu te débrouilles. Tu ne peux pas croiser les bras à la maison pour avoir l'argent payé. C'est à cause de ça, moi spécialement, je suis venue ici. Mais quand j'étais ici, je trouvais l'argent et je payais les dettes que je devais. Mais à un moment donné, on vient d'Iédia, on fuit. On vient d'Iédia, moi par exemple, on a pris 3 fois mes bagages. Ici, 3 fois bien bon mes bagages. Donc avec ça, on peut parler de l'avant. Parmi nous, c'est avec ça qui nourrit leur maman. C'est avec ça qui nourrit les enfants. Il y a les femmes ici avec des enfants, ils n'ont pas de papa. C'est eux-mêmes qui paient la contribution, le loyer, tout ce que les enfants vont manger, c'est les femmes. Maintenant, on dit, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il veut qu'on fait? S'il y a le boulot, on va laisser le feu tricolore tranquille. Si c'était que c'est la force, c'était les forces de l'ordre qui étaient là maintenant. Si vous voyez comment les gens traversent le feu, vous allez traverser la voie, vous allez pleurer parce que tout le monde traverse, je m'en fous, la voiture peut m'écraser, c'est pas mon problème. Le bon souci, c'est que j'évite le policier. S'il ne veut pas qu'on vende dans les feux, mais il n'a qu'à nous trouver quelque part où ça va bien donner, bon, les gens vont venir acheter. Mais si on peut supprimer ça, ça serait bon, parce que vraiment ça nous gêne. Ici, au carrefour de la Marina, à Sikekoji, la circulation est moins dense, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de vendeurs à la sauvette. C'est quelque chose qui va nous faire mal, mais après, on comprendra que c'est une bonne chose. Il y a parmi eux, il y a les diplômés sans emploi. Il y a beaucoup. Et ils trouvent leur petit job là. On ne peut pas, c'est à petit coup que l'État va nous refuser ça. Nous sommes à présent au carrefour de l'Unafrica. Malgré la proximité du commissariat central de Cotonou, certains vendeurs continuent leurs activités sans inquiétude apparente. Nous nous situons au carrefour Saint-Michel, à quelques mètres du marché d'Antokpa, et tout comme à l'Unafrica, au carrefour Vedokor ou encore à la Marina, les vendeurs ne semblent pas vouloir arrêter leurs activités. Vous voyez comment on nous assaille là? C'est bien ça? Hein? C'est un harcèlement qui ne dit pas son nom. C'est une très bonne chose. Il faut que les gens partent. Ils n'ont qu'à aller s'installer dans les rues, ce qu'on appelle vent à Cotonou. Vous voyez? J'ai mes portables là. Et j'ai bloqué là. C'est à cause de... Si c'était ouvert, ils allaient me contourner, prendre mes portables pendant que j'achète. Donc c'est bon, c'est bon. Je crois que le gouvernement a très bien fait de les chasser. De l'encombrement à l'insécurité, cette activité fait partie du quotidien des Béninois et entretiendrait l'économie locale. Pour l'heure, les avis sur l'interdiction de la vente à la sauvette au feu tricolore restent partagés. Voilà, merci à vous, Ketura Boko, pour cette réalisation. Nous revenons sur ce plateau et nous avons déjà notre invité, Monsieur Florentin Komlan Mokotan. Il est économiste de formation en service au ministère du Plan. Bonjour. Bonjour, Monsieur Akwenyino. Et merci d'avoir accepté spontanément notre invitation. Le plaisir est mien. En face de vous et avec moi pour conduire cet entretien, Agnat Bello, bonjour. Bonjour à vous, Rocorolien Akwenyino. Bonjour également à nos charmants téléspectateurs. Voilà, la pleine forme. Ça va, oui. On rend grâce. Nous parlons des impacts de cette décision préfectorale qui interdit désormais la vente à la sauvette dans les feux tricolores. Oui, Rocorolien Akwenyino, il faut dire que cet arrêté date du 12 février 2018 et c'est dans le but de désengorger les trottoirs et terre-pleins centraux et carrefours de la ville de Cotonou. Le préfet Tobola, on le connaît justement, le préfet Tobola interdit désormais la vente à la sauvette au niveau de ces artères-là. Moi, ma première question, c'est de savoir quel pourrait être l'impact direct de cette décision-là sur l'économie locale. Eh bien, la première des choses, je vais d'abord revenir à ce qui a été montré. Et dans le reportage. Dans le reportage. Vous avez entendu que certaines de ces dames ont bien dit clairement qu'en fait, elles étaient déjà dans une activité de commerce, dans le marché, avant d'avoir été, disons, déguerpies pour se retrouver dans ces situations. C'est dire quoi? C'est dire que ce flot de personnes, ainsi que ceux, ou du moins ces personnes qui étaient déjà dans cette activité, essaient de survivre. C'est des questions de survie. C'est des questions de survie, essentiellement. Alors, vous me demandez quel effet sur l'économie locale. La première des choses qu'il faut se demander, qu'il faut se poser comme question, est-ce que le fait de mener ces activités affecte en fait la vie locale? Si oui, positivement ou négativement? C'est en fait tout ça le problème. Et vous, votre réponse à cette question, ce serait quoi? Si on oublie le fait que la bonne dame vient chercher sa pitance au bord de la voie, économiquement, quel est l'apport de cette activité-là?
Eh bien, je vais dire une chose. Supposons qu'elle ne fasse pas cela. Supposons que ces jeunes qui vendent à la sauvette ne mènent pas ces activités. Et mèneraient autre chose, ils feraient une autre activité. Super. Quelle activité, s'il vous plaît? Dites-moi un peu. C'est vous l'économie sur ce plateau. Dites-nous quelles sont les activités qui Voilà. peuvent mener. Je pense que ce n'est pas mauvais de dire on veut cadrer le cadre dans le contexte humain des activités. Et d'ailleurs, vous avez suivi un intervenant qui a parlé de la sécurité. Et il a même montré que s'il n'avait pas fermé sa vitre, on lui aurait dérobé son portable pendant qu'il achetait. Ah, voilà, merci beaucoup. Merci de souligner cela. Vous faites très bien de le relever parce que j'allais le faire moi-même. Oui, il achetait. Il achetait. En fait, vous voyez, je pense que toute cette question de la vente à la sauvette soulève beaucoup d'autres questions que l'on ne voit pas immédiatement. Et lesquelles, par exemple? Voilà. Allez-y, très rapidement. Très rapidement. Quand on dit vente à la sauvette, vous devez voir 3 personnes. D'accord. 1, vous avez le vendeur. L'acheteur. Merci. Oui. Et maintenant, vous avez le pouvoir public. Alors, s'il n'y a pas de demande, est-ce qu'il y aurait d'offres? Ça, c'est l'économie pure et simple. Sans offre, il n'y a pas de demande. Sans demande, il n'y a pas d'offre. Maintenant, la demande, elle est où? Merci. La demande, elle est où? Si ceux qui sont dans les feux ne trouvent pas, est-ce qu'ils sont contraints d'acheter dans les feux? Ils n'expriment pas là une demande. Justement, le monsieur qui achetait tout à l'heure le CD, ou du moins qui disait c'est très bien le fait de les chasser, mais il achetait un CD, vous avez dit. Oui. Pourquoi? Dites-moi simplement, est-ce que les CD sont censés, que ce soit de musique ou de DVD, de vidéo, est-ce qu'ils sont censés être vendus là? C'est pourquoi il a proposé d'ailleurs, s'ils peuvent se trouver un kiosque dans... Je reviens, j'ai mal posé ma question, vous ne m'avez pas compris. Non mais justement, sur ce plateau, vous n'êtes pas là pour poser des questions, vous êtes plutôt là pour répondre. Okay. Vous n'êtes pas dans votre rôle là. Je reviens et je vais dire ceci. Oui. Si vous avez bien vu le CD acheté, ce n'est pas un CD, j'allais dire homologué par le Bubedra. Non. On est d'accord? C'est des copies, c'est des falsifications. C'est des copies. C'est de l'informel, c'est de la piraterie. Bien. S'il n'a pas voulu acheter, vous pensez qu'on aurait piraté? S'il n'y a pas des gens qui veulent acheter, vous et moi, vous pensez que cette offre se ferait? Revenons un peu à la vente à la sauvette. Nous sommes à la vente à la sauvette toujours. Oui. Et nous sommes toujours là. Et c'est de cela que je parlais en fait. Mais parlons de ça. Est-ce à dire que vous voulez insinuer que la plupart des articles qui sont vendus dans les feux sont des articles de mauvaise qualité? Non, parce que je là, ne veux pas l'insinuer du tout. Ne m'amenez pas là où je ne veux pas, je ne veux pas aller. Non, du tout. Il est bien vrai, on a des articles de qualité, disons, discutables, des articles de contrefaçon, mais il arrive aussi qu'on ait de bons articles. Vous allez peut-être me demander, mais pourquoi alors les prix diffèrent? Ben, parce que dans, disons, les boutiques, il y a des taxes qui se grèvent. Il y a d'autres charges qui se grèvent sur le prix. Le vendeur à la sauvette, lui, tout ce qu'il cherche à faire... C'est juste une petite marge bénéficiaire. Afin de pouvoir nourrir, comme vous l'avez entendu, sa mère, ses enfants, etc. Donc, vous voulez dire que c'est par là que ça impacte l'économie locale, c'est ça? Je vois plutôt l'impact ailleurs. C'est plutôt, vous parlez là plutôt du tissu socio-économique. Oui. C'est-à-dire tous ceux qui dépendent de cette activité génératrice de revenus. Pour ces vendeurs à la sauvette, il nous reste encore très peu de temps sur ce plateau. Je vois l'impact ailleurs. Avant que vous ne poursuiviez, moi j'aimerais savoir si pour vous, avant de prendre une telle décision, il faut faire des études, il faut trouver des solutions palliatives avant d'en venir à cette décision. Vous le dites très bien. Vous le dites doléance? très bien. Vous le dites très bien. Je ne pense pas que de telles décisions puissent être prises juste parce que l'on veut une ville plus belle. Oui, nous voulons tous une ville plus belle. Non, mais en même temps, ce n'est pas seulement une question de ville plus belle, hein. C'est aussi des problèmes de sécurité routière, autant pour les acteurs de ces activités-là que pour les usagers de la route. C'est des problèmes de fluidité de la circulation. Oui. D'accord, je suis absolument d'accord avec cela. Mais dites-moi, est-ce que sur les autoroutes, il n'y a pas d'accident? Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, bien sûr, on veut tout cela, mais quand on veut prendre une mesure, il faut peser le pour, le contre. Il faut voir, est-ce qu'en supprimant tel qu'on veut le faire, est-ce que cela va apporter
mieux ou plus que si on les laissait. En d'autres termes, ces gens-là, supposons qu'on les supprime, qu'on les chasse de la voie, enfin, pas qu'on supprime ces gens, mais qu'on les chasse de la voie, et qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait bien qu'ils se nourrissent. Non, et que feront-ils? On a dit la même chose pour le déguerpissement, ça a été fait, ces bonnes dames-là, elles ne sont pas mortes. Vous l'avez entendu, elles sont la venues dame. grossir le rang des vendeurs à la sauvette, je suis d'accord. Mais moi, ah. le petit bémol que j'ai relevé dans ce reportage, c'est le fait que beaucoup parmi ces dames-là doivent à des structures de microfinance, d'accord, qui appartiennent à l'État. Absolument. Alors, si cette activité-là venait à être supprimée, comment est-ce qu'elles vont rembourser? Moi, je me pose la question encore une fois. C'est déjà une bonne question que vous posez là, et je vais plus loin. Avant de rembourser, il faut que je survive. Il faut que je gère mon quotidien. Il faut que je survive. Qu'est-ce que vous Il vaut mieux. Pour moi, la meilleure des choses aurait été déjà de voir qui est impliqué dans cette activité. Le profil, c'est ça? Absolument. Et ensuite, qu'est-ce que l'on peut leur offrir comme alternative? Voyez-vous, il est très facile de dire je veux ci, je veux ça pour mon pays. Mais on ne gouverne pas sans les administrés. Oui, mais si on doit attendre forcément que toutes les conditions soient remplies, est-ce qu'on pourrait prendre des décisions? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'on joue? On ne gouverne pas sans les administrés. Ouais. C'est-à-dire, en l'occurrence, je ne suis pas très sûr que ces gens ne soient pas organisés. C'est-à-dire, pour moi, ils sont organisés. Qu'est-ce que cela aurait peut-être coûté? Je ne sais pas si ça a été fait, mais je me dis que non, puisque je n'ai rien entendu dessus. Qu'est-ce que cela aurait peut-être coûté de les inviter, d'inviter leurs organisations pour essayer d'échanger avec eux, pour savoir quel palliatif on peut leur apporter. D'accord. Donc, c'est déjà, si ce n'est pas fait, c'est une solution que vous proposez. Discuter avec eux, leur trouver des bouées de sauvetage en quelque sorte. Des alternatives. Des alternatives. Okay. Voilà. Très bien. Merci. Et une dernière question pour finir. Êtes-vous pour ou contre des guerpis, des feux tricolores, ces vendeurs à la sauvette? Pour ou contre, c'est difficile de répondre. D'accord, merci. Je suis très mitigé. Merci, on vous a compris. Parce que, en fait, il faut regarder les impacts sociaux. Très bien. C'est de ça dont moi j'ai peur le plus. Merci beaucoup, Monsieur Florentin Komlan Moncontant. Le plaisir est pour moi. Je rappelle que vous êtes un économiste de formation en service au ministère du Plan. Absolument. Merci également à vous, Agnat Bello, pour votre accompagnement. Aurélien Koinou, et j'espère que les téléspectateurs qui nous ont suivis ont pu s'enrichir de la qualité du débat sur ce plateau. Tout à fait, c'est un débat qui reste totalement ouvert. Et j'espère que les fois à venir, nous aurons l'occasion de recevoir même les autorités pour se prononcer sur ce qu'elles pensent faire pour véritablement régler ce problème de vente à la sauvette dans notre pays, le Bénin. J'espère qu'alors il y aura un débat contradictoire, tout à fait, de faire accoucher la vérité. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, dimanche prochain. À partir de 11h, vous pouvez retrouver cette émission sur la toile, sur le www.ortb.bj. Et sachez que chaque jour est une opportunité. Vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Et ne dites jamais que c'est impossible tant que vous n'avez pas encore essayé. Au revoir et à très bientôt.